Je pense qu'on va pouvoir gentiment commencer. Thomas, si vous êtes, si vous êtes d'accord. Alors, sans vous présenter, donc vous êtes journaliste au Monde, hein, on va le dire d'abord comme ça. Depuis combien d'années maintenant? Alors, je suis rentré au Monde en 1989, ce qui D'accord. commence à dater. Après avoir été pigiste, entre autres à Elle, à Studio, enfin plutôt dans la presse magazine, je me suis occupé d'abord de musique. Très vite, j'y ai ajouté le cinéma. Ensuite, j'ai pris congé avec la culture pendant quelques années. Et de 2000 à 2020, je n'ai fait quasiment qu'écrire sur le cinéma. Voilà. Et depuis le début de l'année, j'ai laissé le cinéma pour les séries. D'accord. Officiellement depuis la janvier 2020? Depuis février, Ouais, février très exactement. Voilà. En me disant que ce serait une bonne idée de rester chez moi, de ne pas aller à Cannes. C'est pas que le cinéma est mort une énième fois, Et rassurez-moi. voilà, et le cinéma, et tout le Si, monde a fait comme moi. d'accord. Bon, alors on peut partir de votre texte peut-être, hein. Alors j'espère, globalement, toutes les personnes présentes ici ont pu voir le film. En tout cas, ils ont eu le lien pour le visionner, donc ils sauront de quoi vous parlez précisément. Et peut-être pouvez-vous nous dire exactement comment vous avez rédigé, alors déjà les conditions, c'est-à-dire Voilà. celles qui ne sont pas celles d'un festival, certes, mais... Alors, c'est vrai que quand Anouchka m'a proposé de participer à votre travail, j'avais regardé le programme du festival et je m'étais rapidement dit que je ferais bien un texte sur le film de Mohamed Rassoulov, donc un film inédit, un film de 2020, d'un auteur que je suis régulièrement et dont le travail est intéressant et cinématographiquement et journalistiquement, puisque Rassoulov est un cinéaste qui est dans une lutte permanente avec les autorités iraniennes. Donc, c'était facile. Là, je me suis retrouvé dans une situation beaucoup plus difficile, c'est-à-dire à découvrir un film d'un auteur que j'admire, mais est-ce que je peux le dire comme ça? Oui, disons-le franchement, c'est quelqu'un que j'admire, mais que je n'aime pas forcément, Fassbinder. Il y a des films de lui que je trouve admirables, il y en a d'autres auxquels j'accède plus difficilement. Donc, j'ai découvert Roulette chinoise et je me suis aperçu que Roulette chinoise faisait partie de la deuxième catégorie. Alors, pour ce qui est du papier, je me suis placé dans la situation où Roulette chinoise serait ressorti en salle et où on aurait fait un papier dans le quotidien pour signaler, recenser cette ressortie. Euh, J'avoue franchement que si j'avais couvert le Festival d'Amiens, je ne suis pas sûr que j'en aurais fait plus qu'une mention parce que, euh, parce que ce film, comme je le dis dans le papier, ne me paraît pas un élément essentiel de l'œuvre de Fassbinder. Il en éclaire certains aspects, mais c'est peut-être pas le film sur lequel je me serais précipité dans le menu qu'offrait le festival cette année, qu'aurait offert le festival cette année. Alors, j'ai donc pris cette fiction de la ressortie de Roulette chinoise en salle et j'ai essayé de le présenter à des lecteurs qui, je le rappelle, sont les lecteurs d'un quotidien généraliste, enfin d'un quotidien et d'un site généraliste. Il y a, bien sûr, dans les gens qui lisent les papiers cinéma du Monde, il y a des cinéphiles. Dans le lectorat quand même assez nombreux du Monde, il y a des cinéphiles et qui lisent les papiers cinéma. Mais on part du principe aussi que la majorité des lecteurs ne sont pas des cinéphiles avertis, n'ont pas la science de savoir de la chronologie de l'œuvre de Fassbinder, pas dans ce cas ou de tout autre auteur. Donc, pour faire un papier comme celui-ci, il faut trouver la balance entre la réaction, enfin, ce qui pour moi est la singularité de la critique dans le journalisme, qui est
justement de laisser la place à sa subjectivité. Il me semble qu'une critique qui se prétendrait objective et dépourvue d'affect n'en serait pas une. Pour moi, la critique repose essentiellement sur l'expérience vécue au moment où on voit le film. Donc, et par ailleurs, il faut accompagner le compte-rendu de cette expérience des informations nécessaires à sa compréhension. Donc, c'est tout bêtement ça le va-et-vient du texte entre resituer ce film dans le parcours de Fassbinder, dans le temps, resituer et puis dire ce qu'il peut faire à un spectateur aujourd'hui aussi. J'en ai pas parlé dans le texte, mais j'ai retrouvé la critique qui est parue dans Le Monde, puisque le film est sorti en France début 77. Et à l'époque, Jean de Baroncelli, qui était le critique du Monde depuis une vingtaine d'années, on avait fait une critique très élogieuse. Et ce qui est intéressant, par exemple, c'est que lui, qui avait vu les précédents films de Fassbinder, et il y en avait eu de très beaux déjà, dont tous les autres s'appellent Ali, trouvait que c'était le premier film vraiment bien de Fassbinder, sans doute parce que il y a ce côté technique très achevé dans la collaboration entre Fassbinder et son chef opérateur Michael Ballhaus, et côté technique qui se déploie complètement dans la séquence finale du jeu de société. Et donc ça avait beaucoup plu à l'époque. Mais aujourd'hui, certainement, cette démonstration n'a pas le même poids qu'elle a pu l'avoir en 1976. Donc voilà, c'est un texte qui est c'est une critique moyenne en taille, je ne sais plus, ça fait un peu plus de 4000 signes. C'est le genre de choses qu'on passe qu'on passait en tout cas, je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir de la critique et du cinéma dans le journal Le Monde et ailleurs dans les médias. C'est une des nombreuses interrogations du moment. Mais c'est ce qu'on aurait pu passer un mardi avec les ressorties et avec les sorties de films nouveaux et les reprises. Donc, donc il y a il y a cette contextualisation qui est une partie du travail qui aujourd'hui, qui était un travail un petit peu compliqué il y a, quand j'ai repris à plein temps le travail au service culture en 2000, il y avait déjà IMDb, il y avait déjà des sites de référence, mais ceux-ci se sont multipliés. Il y a un matériau aujourd'hui pour faire cette conceptualisation qui est à portée de main, qui demandait plus d'efforts par le passé. Donc ça, c'est relativement facile. La grande difficulté pour moi de ce texte, c'était de laisser voir mes réserves par rapport à un film que j'ai trouvé, comment dire, sec et manquant peut-être un peu de générosité, c'est peut-être sans doute pas le bon mot, mais de mouvement à la fois vers les personnages et vers le spectateur, ce qui est loin d'être toujours le cas de Fassbinder. Justement, dans ma transition vers les séries, j'ai revu cet été Berlin Alexanderplatz, qui est une œuvre que je trouve absolument magnifique, que j'avais déjà vue lors de sa sortie en salle. C'est une série télévisée, et donc ce n'est pas du tout quelque chose qui... si Berlin Alexanderplatz existe, on peut penser que ce qui se passe ou ne se passe pas dans Roulette chinoise, c'est une décision de Fassbinder, c'est une volonté à la fois de schématiser, un peu de caricaturer les personnages, et c'est un film qui, au bout du compte, est satirique. Donc ces réserves, il faut bien que je les exprime, et c'est ce que j'ai fait, tout en m'efforçant
puisque on prend à la fois de la place dans le journal ou sur le site, et on demande du temps de lecture au lecteur, tout en m'efforçant de justifier cet espace et ce temps pour dire que ce film est quand même digne d'intérêt. Et donc, pour moi, les deux raisons pour lesquelles on peut voir ce film, c'est d'une part de compléter sa connaissance de Fassbinder, et ça ne concerne qu'une petite partie des lecteurs, et d'autre part de relever les singularités de ce film dans la filmographie de Fassbinder, c'est-à-dire la présence de ces deux actrices godardiennes, le côté un peu très très ludique du film, qui repose sur un jeu, mais qui est aussi qui pose au fil du scénario des petites énigmes qui ne sont pas résolues et qui permettent aux spectateurs de se jouer d'autres films, celui de l'histoire mystérieuse qui relie le patron à la gouvernante, et où cette évocation de la bataille de Katowice, qui fut un des premiers crimes de guerre nazis entre la babysitter, entre Masha Merrill et l'enfant. Donc il y a ces petites énigmes qui parcourent le film et qui font que finalement, on n'a pas, même si on n'est pas pris ni dans l'émotion, ni dans une construction intellectuelle brillante, on a le temps de s'amuser, à la fois de s'amuser, de s'agacer et finalement de vivre un type d'expérience cinématographique qui n'est pas idéal, mais qui n'est pas négligeable non plus. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y avait, alors parce que vous attaquez votre article directement sur la filmographie, en fait, alors est-ce que c'est quelque chose qui selon vous, doit être fait parce que justement c'est un journal, c'est généraliste et vous ne vous adressez pas tout à fait forcément à des cinéphiles qui connaissent forcément la filmographie de Fassbinder? Comment vous attaquez, en fait c'est l'idée même de votre première phrase, est-ce que c'est la première que vous écrivez déjà? Comment vous articulez votre texte quand vous venez à poser, une fois que ces idées-là sont là? De bonnes raisons d'écrire, en fait. Ouais. Les situations sont très diverses. Là, j'ai vu le film, j'ai dû écrire le lendemain du jour où j'ai vu le film, donc en me laissant en gros une nuit de réflexion, une journée de réflexion, c'est-à-dire, et c'est un peu ce que je préfère faire, c'est-à-dire que d'avoir le temps quand même de laisser le film mûrir, travailler, comme on dit, parce que ce qu'on ressent immédiatement, effectivement, est forcément amendé par la réflexion, par les souvenirs, et puis éventuellement par les recherches qu'on peut faire autour du film. Donc, après, j'avoue que j'écris au fil de la plume. Quitte à amender le premier jet. Maintenant, et ceci dit, ce sont des situations qui sont extrêmement différentes selon les films. C'est-à-dire qu'il y a à un extrême le film que l'on voit en festival et dont il faut rendre compte dès la sortie. Enfin, quand on voit un film à la projection du soir à Cannes, et puis qu'il faut rentrer très vite à l'hôtel et écrire tout de suite, sans avoir le temps de quoi que ce soit d'autre que d'essayer de rassembler quelques idées et de les ordonner. Et l'autre cas extrême, c'est un film qu'on a vu, je ne sais pas, en festival ou en projection et qui sort plusieurs mois après. Et mais ça, c'est
c'est mon problème, mais comme j'ai un peu tendance à n'écrire que juste avant la parution, effectivement, là, il faut rassembler ses souvenirs, bon, toutes choses qui sont plus faciles aujourd'hui, puisqu'on peut souvent disposer de liens pour justement vérifier l'exactitude des souvenirs, s'appuyer sur telle ou telle séquence pour étayer sa thèse. Là, donc, on est dans une situation moyenne où j'ai eu le temps quand même de réfléchir, de rechercher et pour écrire un texte qui, en plus, après, il y a aussi la question de l'enjeu, c'est-à-dire que, sauf le respect que je dois à Fassbinder, personne n'attend une critique de roulette chinoise, alors que si on fait la critique que ce soit de Tenet ou du prochain film de Jia Zhangke, là, la critique est attendue et donc il y a un enjeu dont, pour ma part, j'essaye d'oublier quand j'écris, même si c'est toujours réconfortant de savoir que le papier est attendu. Et alors justement, vous parliez de subjectivité tout à l'heure. Est-ce que par rapport à l'œuvre de Fassbinder, est-ce qu'il y a j'oserais pas appeler ça une frustration, mais est-ce qu'il y a quelque chose de moral qui se joue pour vous à ne pas forcément dire du bien du film, à ne pas le défendre en tout cas en tant que grand film de Fassbinder par rapport à une œuvre que vous admirez, enfin, ou en tout cas un cinéaste que vous admirez? Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu frustrant à en dire quelque chose qui ne va pas dans le sens de ce que vous pensez en général de son œuvre? Non, très franchement, non. En tout cas, ça ne se joue pas pour Fassbinder. D'abord euh, parce que sa place est établie euh, sa place est établie dans l'histoire du cinéma et dans l'univers du cinéma. Et ensuite, parce que, parce que je ne suis pas un inconditionnel de Fassbinder. Il y a des cinéastes, je me souviens effectivement avoir été extrêmement embarrassé par Les Amants passagers d'Almodovar, parce qu'Almodovar est un cinéaste que j'admire presque inconditionnellement et que par ailleurs j'ai assez souvent interviewé. Donc j'étais embêté d'avoir autant de réserves vis-à-vis du film. Dans le cas de Fassbinder, ça n'est pas, non, ça n'entre pas en ligne de compte. Moi, je veux dire que je pense que à la fois le corpus critique autour de Fassbinder et l'œuvre elle-même peuvent très bien supporter quelques réserves dans un papier sur un film dont je pense que tout le monde conviendra qu'il n'est pas central dans l'œuvre de Fassbinder. Moi, j'aurais une question sur le rapport entre le grand écran et le petit écran, puisque vous écrivez en plus sur les séries. Voilà, vous avez vu donc le film de Fassbinder, j'imagine, sur votre ordinateur, avec donc la copie que nous a envoyée Philippe. Est-ce que vous faites une différence? C'est-à-dire, est-ce que si vous l'aviez vu en salle, vous pensez que votre expérience aurait été différente, ou est-ce que finalement ce mode de visionnage sur petit écran a aussi ses avantages? Personnellement, moi je pense qu'il y a des avantages dans les deux cas, hein. Donc c'est pas pour prôner le grand écran, mais voilà, j'avais une question autour de ça. Alors, j'ai fait l'effort de brancher mon ordinateur sur le grand écran, quand même. Donc je l'ai vu comme la copie est tout à fait correcte, je l'ai vu dans des circonstances à peu près satisfaisantes. J'ai énormément de réserves sur les projections, surtout quand il s'agit de... En plus, là, c'était un téléchargement. Et je trouve que les liens vidéo qui... effectivement, il y a le problème de la taille de l'écran, il y a le problème parfois
du défilement harmonieux de la copie. Et puis, il y a quelque chose de, je ne sais pas, enfin, il y a quelque chose de subjectif là, mais qui fait qu'on n'a pas l'impression vraiment de voir le film. Et j'avoue que je n'aime pas ça et que je reste convaincu qu'un film doit être... enfin, que l'expérience de la salle qui tient non seulement qui tient à la projection sur un écran et non pas un écran qui est illuminé de l'arrière, qui tient à l'obscurité et qui tient aussi au fait de voir le film avec, en même temps que d'autres, tout ça est constitutif du cinéma. Et c'est vrai que c'est un problème que je trouve de plus en plus enfin, inquiétant dans l'évolution du cinéma. Ça, on pourra revenir là-dessus, sur qu'est-ce qu'on fait de tous ces films qui ne sont accessibles que sur les plateformes. Va arriver le film de Mankiewicz. Alors, on est dans cette situation extrêmement paradoxale, les critiques, qui est de très souvent des films qui sont en salle, surtout quand c'est des tout petits distributeurs, il n'y a plus de projection de presse et on les voit en lien, pendant que Netflix a les moyens d'organiser des projections de presse en salle pour des films qui ne sont accessibles que sur petit écran. Et dans votre analyse, du coup, pour vous, il n'y a pas vraiment de différence. C'est-à-dire que vous arrivez quand même à vous projeter justement dans le film. C'est difficile à dire. Là, le format du film, le fait que même si, effectivement, il y a, comme souvent chez Fassbinder, enfin, quel que soit enfin, en tout cas, dans le début de sa carrière, il n'y a pas, si la chorégraphie de la caméra est extrêmement élaborée, en revanche, la lumière n'est pas d'une sophistication extrême, elle est souvent assez brutale. Donc, mais en même temps, en le disant, je me dis peut-être que j'aurais pas porté exactement le même jugement si j'avais vu le film sur une belle copie dans une salle. Donc, c'est un petit peu... c'est sûr qu'on a tendance, quand on voit les films sur un plus petit écran, à privilégier certains éléments par rapport à d'autres. Et entre autres, la lumière est certainement négligée à partir du moment où elle n'est pas rendue comme elle devrait l'être. Et vous prenez des notes pendant la projection ou vous vous fiez entièrement à votre mémoire? Je me fie à ma mémoire et parfois, ce qui est toujours un peu périlleux, mais non, je ne prends pas de notes, j'y suis jamais arrivé. Je sais que je devrais, je n'y suis jamais arrivé, entre autres parce que je n'arrive pas à me relire quand j'écris dans le noir. D'accord, merci. N'hésitez pas, hein, s'il y a des réactions parmi vous, et je pense en particulier au texte, donc, auquel on peut revenir. Parce que vous disiez oui, ça m'aurait intéressé. Je ne sais pas si, oui, parmi les présents, il y a des... enfin, moi, je serais très heureux de discuter d'avis enfin, différents, de remarques ou oui, de critiques de la critique. Oui, critique de la critique. L'idée, oui, par exemple, ce que vous le dites autrement que ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport au film. Il n'est sans doute pas raisonnable, donc on éligne, vous présentez là, concrètement la roulette chinoise dans son contexte, hein, au mi-temps, en gros, de sa carrière. Fulgurante, hein, puisque 71-82, vous rappelez les dates. Hein. Et puis vous ajoutez, s'il n'est sans doute pas raisonnable de faire ainsi connaissance avec son univers, il n'est pas inutile de passer quelques instants enfermés avec ces 8 personnages qui se débattent sous l'emprise de leurs pulsions et de leur rancœur. Alors quand on lit ça, on se dit, est-ce que Thomas Sotinel va nous proposer, par exemple, des séquences précises quand vous évoquez les quelques instants enfermés, par exemple? Quand je dis quelques instants, c'est en faisant référence à la durée très brève du film,
Mais c'est vrai que je ne suis pas très… Alors là encore, ça aurait demandé peut-être un peu plus une connaissance plus précise de l'histoire de Fassbinder et des conditions de production. J'ai dû… On est forcé de… On sait bien qu'il tournait très vite, puisqu'il a fait 3 films en une année, cette année-là. On voit bien en même temps que ce n'est pas non plus des films forcément simples à faire. Bon, certes, il n'y a pas énormément de décors, mais on voit enfin, les mouvements de caméra sont complexes, il y a du texte, il y a quand même pas mal, il y a 8 acteurs qui tiennent tous une part presque équivalente à l'écran, donc à diriger, à harmoniser, etc. Et c'est vrai, je n'ai, contrairement à d'autres cinéastes sur lesquels j'ai plus lu, je ne sais pas exactement comment travaillait Fassbinder. Donc, c'est vrai que quand je dis quelques instants, c'est juste, c'est aussi pour, effectivement, il y a cette balance à trouver, comme je le disais tout à l'heure, entre dire, bah oui, pourquoi pas, c'est intéressant, et en même temps, n'en attendez pas trop non plus. Ça, c'est vrai que c'est une préoccupation qui m'est venue très très tôt, puisque j'avais déjà écrit sur le cinéma avant de rentrer au monde. Je m'étais aperçu, une de mes premières grandes expériences à Cannes, c'était de découvrir Paris, Texas de Wim Wenders. Et, et ça fait partie de… Je l'ai revécu par la suite, ces projections où on découvre un film dont on ne savait pas grand-chose. En plus, à l'époque, on savait peu de choses sur les films avant de les voir. Et puis, il y a une espèce d'éblouissement collectif. En tout cas, à l'époque, je n'avais pas eu conscience de beaucoup de réserves, etc. Et donc, naît de cette expérience collective dans un festival un engouement critique massif. Et puis, le film a été un grand succès à sa sortie, Paris, Texas, mais je me suis aperçu que les gens étaient généralement déçus par rapport à ce qu'ils avaient lu lors du Festival de Cannes. Et j'ai toujours pensé que enfin pas l'excès, l'enthousiasme inconditionnel n'était pas forcément un grand service à rendre à un film, dans la mesure où on veut justement préserver la faculté d'émerveillement du spectateur. Et ça, c'est très, très difficile de trouver la balance entre partager son enthousiasme et ne pas faire monter trop haut les attentes du lecteur. Ce qui de fait là est élégant de votre part, c'est une façon de dire 2 choses à la fois. Il y a le film est Voilà. court, certes, mais aussi il ne faut pas non plus en Oui, attendre quelque chose de… Alors justement, par rapport à vous évoquiez la mise en scène. Là, on se dit par exemple que vous avez en gros un 4000 signes, d'accord, on va partir, et que ce serait la commande par oui, rapport oui. à, parce que je précise pour l'ensemble des présents ici que en général, non seulement vous avez une commande par rapport à un film, mais vous avez un nombre de signes précis à établir. Souvent, après, ça peut se discuter en fait une fois le film découvert. Si vraiment le film est Oui, oui, bien magistral, on sûr. aura plus de signes, etc. Bien sûr, là, c'est effectivement, c'est en fonction, le mode de travail de la revue de cinéma du monde, c'est ça. On se réunit, on prévoit quand même souvent 15 jours à l'avance dans les pages du cinéma de cette semaine-là, quelle place occupera quel film, et chacun défend sa cause avec plus ou moins de succès. Ben, en général, ça se passe plutôt bien quand même. Et donc, vous avez ce film, vous avez, on dira, 4000 signes. Qu'est-ce que vous savez que vous allez devoir mettre d'emblée en avant? Et qu'est-ce que vous avez vraiment gardé de ce que vous aviez en tête au moment où vous prenez la plume? Vous l'écrivez en combien d'heures d'ailleurs? C'est quelque chose c'est très variable, hein, mais… J'écris vite, je pense qu'il me faut, sans tenir compte de… Enfin, l'écriture elle-même, ça me prend, je ne sais pas, un peu plus d'une heure, quelque chose comme ça. Et alors, est-ce que des choses sont passées à la trappe par rapport aux idées de Oui, il y a voyager? des choses qui passent à la trappe. C'est vrai que en plus, c'est devenu, comme je l'ai fait pendant longtemps, il y avait peut-être ça devient un geste que, enfin, comment dire,
que je ne peux pas, que je n'analyse plus. Je m'aperçois à l'arrivée, une fois que je suis arrivé à 4000 signes, que j'ai peu parlé de la dimension historique qui est présente dans le film, dans ses dialogues, dans sa géographie, cette histoire de la bataille de Katowice, la question finale du jeu de société qu'aurait-il fait pendant le Troisième Reich, qui est quand même enfin, et ça, la relation de l'Allemagne, qui était à l'époque l'Allemagne fédérale, à son passé nazi, est quand même vraiment au centre de l'œuvre de Fassbinder. Et ça, oui, c'est vrai que c'est quelque chose auquel je fais allusion, mais qui aurait peut-être pu être plus central. Après, si je ne l'ai pas, si je n'ai pas trouvé, si je ne lui ai pas trouvé sa place dans ce texte, c'est aussi parce que ça relève plus de l'analyse que de la pure critique. Or, justement, on parlait, vous avez allusion tout à l'heure à la différence entre analyse filmique et critique. Je pense que pour une publication comme Le Monde, l'analyse n'est pas l'élément essentiel d'un texte sur un film. Elle est peut-être plus présente dans un texte sur une reprise, sur un film, mais quand même, elle reste un petit peu au second plan par rapport à l'appréciation esthétique et la relation la relation des émotions. Quand vous dites qu'elle serait peut-être plus importante dans le cas des films de reprise, est-ce que c'est parce que justement ces films seraient connus? Enfin, ça peut être une grosse reprise, un film. Oui, bien sûr, si on fait un papier sur Marnie de Hitchcock ou sur Ran de Kurosawa, bien sûr, on peut penser que plus de spectateurs, plus de lecteurs auront vu le film et seront à même d'être intéressés par certaines remarques, je sais pas, sur le rapport de Hitchcock à la psychanalyse dans Marnie ou sur celui de Kurosawa à Shakespeare. Mais je pense que c'est vrai. Après, la part d'analyse varie aussi en fonction de la nature du film. Quand un film n'est pas seulement une expérience esthétique, mais mais aussi une œuvre politique qui intervient, qui pèse dans une conversation politique, dans telle ou telle situation, comme ça aurait été le cas, par exemple, du film de Rassoulov, comme c'est sûrement le cas du film de Rassoulov, puisque tous les films de Rassoulov sont des films d'intervention politique. Oui, il faut plus analyser à la fois le discours politique et les moyens esthétiques qui sont utilisés pour le mettre en œuvre. C'est sûr que ça, alors qu'un film purement, enfin plus émotionnel, qui repose plus sur l'émotion, appelle peut-être moins d'analyse et peut-être plus, ça on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est une part importante et que je trouve difficile à maîtriser de la critique, et qui est la façon dont on parle des acteurs. Ça, c'est une bonne question. Pourquoi? Vous pouvez rebondir sur la question des actrices ou des acteurs et pourquoi il y a une difficulté? Est-ce que ça pêche en général d'ailleurs? Parce que c'est mon avis justement et je serais curieux de savoir. Je pense que c'est une grande difficulté parce que c'est là qu'on atteint le summum de la subjectivité du spectateur. C'est quand même extrêmement fréquent de sortir d'un film, d'être d'accord sur. Ça m'est arrivé récemment avec le film d'Emmanuel Mouret, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, de parler avec quelqu'un qui avait autant aimé le film que moi, mais qui trouvait qu'Émilie Dequesne était vraiment pas bien, alors que moi, je la trouvais vraiment très, très bien dans ce film.
Et donc, il y a cette subjectivité énorme qui tient au degré de sympathie que peut inspirer, ne serait-ce que la physionomie, parce que nous ne cachons pas la réalité, il y a des têtes qui nous reviennent et des têtes qui ne nous reviennent pas. Et puis, c'est une technique qui est tellement ineffable que c'est très difficile d'en rendre compte. Ce que fait Michael Ballhaus dans Roulette chinoise, c'est très complexe et d'un point de vue technique, c'est assez facile à voir et à cerner. Ce que fait Masha Merrill dans son rôle de servante muette, c'est beaucoup plus difficile. Et pareil pour Anna Karina qui esquisse, en plus là c'est des personnages qui sont très peu fouillés, qui esquissent dans Roulette chinoise ce personnage de boutiquière chic parisienne qui Qui a un point de vue moral sur les choses, mais qui n'est pas exprimé, par exemple. C'est oui, pas en par les plus, mots qu'elle peut... Mais c'est vraiment là par les expressions, par exemple. Ce qui est assez fort chez Karine. ça fait partie aussi des choses sur lesquelles j'aurais pu plus m'étendre dans le texte, effectivement, de voir les différences de jeu entre les personnages, où effectivement il y a quelque chose de plus complexe chez Anna Karina, alors qu'il y a quelque chose de plus archétypal chez, comment s'appelle-t-il, Alexander Allerson, qui vraiment est la caricature du bourgeois bavarois. Et par rapport, alors je reviens juste à... En fait, vous dites, si je comprends bien, par rapport à une analyse, par exemple, de séquence, ou je sais pas, ça peut être un motif, un détail, ou quelque chose comme ça, qui circulerait dans le film aussi. Il n'y a pas forcément la place, mais c'est pas forcément... c'est lié aussi à votre lectorat, hein, j'entends bien, mais c'est pas forcément lié au nombre de signes dont vous disposez pour votre critique. Ou pour poser la question autrement, s'il y a un moment d'analyse, par exemple, à la fois, bon, de la description, vous le faites, hein, vous faites surtout là, sur le deuxième quart de votre texte, vous résumez, vous condensez, ce qui est un exercice aussi difficile, donc on y viendra après si vous voulez bien. Ce que je trouve assez délicat, c'est d'essayer on dit pitcher aussi pour les scénarios par exemple, mais comment on ramasse une histoire en quelques lignes, ce qui est jamais évident. Est-ce que pour vous, dans ce cas-là d'ailleurs, ce sera ma deuxième question, est-ce que c'est délicat à mettre en place, compte tenu aussi de sa mise en scène et de cette espèce de tournis un peu qu'il offre par rapport à cette rencontre et à ce huis clos? Mais première question, donc, pour revenir à l'analyse, c'est pas forcément en termes de signes que ça se discute, quoi. C'est vraiment par rapport à l'objet que vous avez, au film que vous avez, savoir si ça peut vraiment piquer la curiosité de votre lectorat pour influer sur le fait de voir ou non le film en salle. Oui, enfin, je crois que c'est ça. C'est vrai que ça m'arrive souvent d'envier enfin, les collègues, enfin d'envier. Enfin, de me dire, bah oui, ça devrait être chouette d'écrire pour une revue, puisque enfin, pour moi, un papier dans une revue doit épuiser la matière du film et s'adresse à des gens qui, a priori, ont vu le film. Or, il y a la question aussi dont on n'a pas parlé, qui est moins importante pour les reprises que pour les nouveautés, mais il y a la question du spoiler. C'est extrêmement difficile d'écrire sur un film et encore plus de l'analyser si on s'interdit, enfin, je veux dire, l'exemple, ça va, l'exemple, c'est Psychose. Aujourd'hui, c'est pas très difficile d'écrire sur Psychose. Enfin, j'espère que tout le monde l'a vu, mais Janet Leigh n'a pas un grand avenir. Mais sauf que c'est un tel choc si on ne le sait pas. Et c'est vrai que c'est arrivé. Ça arrive encore souvent qu'il y ait des films qui reposent sur des changements de registre ou des changements ou des rebondissements scénaristiques forts et intéressants
et c'est très difficile de ne pas d'en parler, de donner envie de les voir, de donner une idée de ce qu'ils sont, sans dévoiler ce qui est le ressort parfois essentiel du film. Donc il y a ça. C'est vrai que c'est pour ça que la critique dans un média généraliste comme celui-là, comme Le Monde, a des limites que n'a pas la critique dans une revue ou enfin, et le seul autre exemple qui vient à l'esprit, c'est le New Yorker, où le critique de cinéma dispose d'un espace conséquent et effectivement, quel qu'il soit, enfin, depuis Pauline Kael à aujourd'hui, s'en fiche un petit peu de spoiler ou de ne pas spoiler. Donc, mais on est d'accord que dans votre cas, et peut-être, alors c'est peut-être au Monde, et on pourrait le dire peut-être je sais pas, du Figaro, de Libération, vous l'interdisez concrètement. Moi, je me l'interdis. Je sais que d'autres se l'interdisent moins, mais je sais que ça peut. Je sais que c'est une des choses qui provoque des réactions assez vives des lecteurs quand on en raconte trop. Et aujourd'hui, le problème est décuplé quand on écrit sur les séries, comme je suis en train de m'en apercevoir. Et c'est lié à quoi? Aux réactions que ça déchaîne, par Oui, exemple? c'est lié. Enfin, Vous lâchez quelque le chose. problème, ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose que euh, c'est vrai que les lecteurs, souvent, lisent un papier pour savoir s'ils vont aller voir le film ou s'ils vont voir la série. Donc, effectivement, il faut leur donner envie et ne pas leur gâcher le plaisir. Donc, et le plaisir, c'est celui de la découverte, c'est celui et éventuellement de la surprise. Et dans les séries où la question de la mise en scène, la question de l'esthétique est quand même subordonnée à celle souvent du scénario, c'est un scénario qui s'étend, qui est forcément nourri de rebondissements puisqu'il s'étend sur plusieurs heures, c'est forcément plus difficile de rendre compte de ce qu'est une série sans dévoiler où elle va et où elle emmène à la fois ses personnages et ses spectateurs. Vous évoquiez tout à l'heure, par rapport à votre parcours, que vous aviez commencé on reviendra à la question peut-être du texte tout à l'heure, à moins que vous vouliez y répondre maintenant, mais j'ai plusieurs questions là, qui se chahutent dans mon esprit. Donc, il y a la question donc, de ramasser aussi le récit, hein, on y reviendra par rapport à votre Ah texte. oui. Mais oui, vous évoquiez que vous aviez d'abord écrit sur la musique. Est-ce que quand vous voyez la roulette chinoise spécifiquement, vous vous dites c'est une entrée possible? Parce qu'on tournoie autour de cette chaîne hi-fi en permanence, parce qu'il y a un point d'écoute dès l'ouverture, puisqu'on est, on est en pleine écoute musicale en ouverture du film. Il y a Kraftwerk qui démarre aussi à un moment, Oui. qui relance encore quelque chose, de boiteux ou pas d'ailleurs, hein, et puis cette mécanique musicale ici à ce moment-là. Est-ce que vous pensez aussi à ça, parce que et puis je vois deux guitares dans le champ de votre caméra, donc je me dis qu'il y a un élan musical quelque part. Donc est-ce que c'est un film musical justement ou pas? Non, enfin, c'est une réflexion que je me suis souvent faite, qui est que je ne me sers pas assez de la musique pour parler des films. Alors là, c'est un cas particulier, puisque ce n'est pas la musique du film, mais c'est vrai que je m'en sers pas assez, alors que c'est effectivement un outil assez utile. Et puis en plus, c'est assez, enfin, quand les musiques sont des musiques importées comme celle-là, c'est plus facile parce que bon, c'est un peu ce que Scorsese avait commencé à faire à partir de Mean Streets, c'est-à-dire prendre des musiques connues du spectateur pour ajouter un autre signe à la mise en scène, ce qui n'est pas du tout la même chose qu'une bande originale composée pour la circonstance. Et justement, je trouve que c'est quelque chose qui m'échappe, enfin,
qui m'échappent. Effectivement, enfin, j'y pense, mais jamais au bon moment, et j'ai souvent du mal à trouver une place dans le texte à la question de la musique, effectivement. Et ce serait lié à votre parcours? Justement, la musique est vraiment autre chose que, que le cinéma. Enfin, Peut-être. C'est aussi lié au fait que moi, j'ai écrit quand je dis de la musique, j'écris essentiellement sur le rock, enfin sur les musiques populaires, et que je me sens le travail de compositeurs, enfin particulièrement des compositeurs de l'âge classique hollywoodien, c'est quelque chose que je considère avec une révérence un peu effrayée, un peu comme qui a un peu l'effet que me fait encore la musique classique. J'en écoute beaucoup, mais je ne me sens pas du tout capable de formuler des jugements. Je sais que John Williams, c'est John Williams. Enfin, je vois bien la différence entre John Williams et Hans Zimmer, mais je n'arrive pas toujours à intégrer tout ça, cette dimension dans le fil d'un papier. D'accord. J'en reviens, n'hésitez pas hein, si vous avez des remarques ou des questions. Alors, pour revenir à la question du pitch ou du synopsis, Ouais. j'avoue que c'est ce qui c'est devenu quasiment ce que je préfère faire dans le papier. Je trouve que c'est un exercice intéressant et effectivement qui porte en lui une partie de la critique. C'est-à-dire que je pense que la manière dont je peux rendre compte de la trame d'un film est plus ou moins on porte forcément le degré de sympathie et d'intérêt que j'ai pour le film. Oui, vous précisez dedans, ouais, voilà, le choix des mots ici, même si vous racontez le récit, enfin vous posez le récit du film, c'est déjà une façon de Oui, commenter pour vous. Ouais, bien sûr. oui, ça peut pas être. Je me souviens, moi, je, je, je me souviens que c'était un peu la forme de certaines critiques, entre autres dans Télérama, il y a très très longtemps, il y avait, et que je le lisais enfant, il y avait un ou deux paragraphes de synopsis, et ensuite il y avait la critique. Et les paragraphes de synopsis étaient parfaitement neutres. Oui, c'était une jeune femme vole son patron et prend la route à travers l'Arizona. Et c'était une illusion, sans doute, que de croire qu'on pouvait juste dire d'une part, voilà, c'est ça le film, et puis après, voilà ce qu'on en pense. Je pense que c'est la même chose, c'est le même texte. Et qu'est-ce qui... alors après, vous disiez écrire très vite. Enfin, moi, ce que j'estime être très vite, parce que ça, en un peu plus d'une heure, c'est quand même assez exceptionnel, je trouve. Est-ce que ça a toujours été le cas depuis vos débuts, par exemple puisque vous disiez commencer à écrire en 91 ans. Je pense que j'ai tendance à écrire vite. Après, je me souviens très bien que j'ai de 1995 à 2000, j'étais au service international, donc j'ai été correspondant en Afrique, donc je faisais des reportages, je couvrais des situations politiques ou militaires, et quand il a fallu, je me souviens, si mes souvenirs sont bons, la première critique que j'ai dû écrire quand je suis revenu au service culture, c'était Summer of Sam de Spike Lee. Et ça, j'ai mis des heures et des heures à l'écrire, alors que c'était un sujet que je connaissais, que c'est un cinéaste dont j'étais assez familier, etc. Donc, il y a une question d'entraînement. J'écris vite aussi parce que j'écris beaucoup. Donc et je me rends compte que moins j'écris, enfin, c'est qu'en revenant de vacances, je mets toujours un peu plus de temps à reprendre le rythme. Mais, et puis après, il y a des papiers qui prennent beaucoup plus de temps, mais en général, ce ne sont pas des critiques. Ou alors, s'il faut, et ce qui est devenu assez rare, mais s'il faut faire des critiques vraiment longues, genre
8000 signes, c'est devenu très rare. Là, ça demande quand même une construction, et puis justement, là, on est obligé, parce qu'on en a la place, de faire un peu de donner une dimension analytique au texte. Alors j'aimerais, si vous le voulez bien, justement, puisque là vous l'évoquez un peu, que vous nous fassiez part carrément réellement de votre parcours, ce qui vous a conduit à être critique de cinéma un temps, là de séries, de musique aussi avant. Parce que vous parliez de journalisme de façon plus générale, puisque vous couvrez Alors, moi, des événements politiques aussi en Afrique, comme vous le disiez. Donc quel est votre parcours, quelle est votre formation aussi? Est-ce que vous êtes autodidacte? Comment vous en êtes venu à écrire et à vouloir écrire sur le cinéma? Parce que j'imagine que ça part aussi d'une volonté de votre part. alors comment ça. Donc, j'ai une formation. Ma formation, c'est Sciences Po et le CFJ. Donc, ma volonté, c'était d'être journaliste. Et effectivement, j'ai toujours balancé entre l'idée d'être journaliste culturel et celle d'être journaliste internet, enfin, oui, sur les questions internationales. La balance, enfin, pour plein de raisons. Je pense que au bout du compte, j'étais plus prédisposé à être journaliste culturel que reporter de guerre, mais je regrette vraiment pas d'avoir fait le deuxième et d'avoir fait cette expérience. À ma sortie de l'école de journalisme, j'ai pigé, il se trouve que je me suis retrouvé en position de faire la chronique cinéma dans un mensuel qui était Playboy à l'époque. Donc, c'est là que j'ai commencé à aller dans les projections de presse, à voir des films et à devoir donner ou à avoir la possibilité de donner mon avis à leur sujet. C'était dans les années 1980, ce qui était peut-être pas la meilleure période pour commencer ce métier entre Flashdance et Top Gun, mais bon, c'était comme ça. Et puis voilà, et puis je suis rentré et le cinéma occupait une place dans ma vie qui était, je dois le confesser, secondaire par rapport à la musique dans ma passion. C'est quelque chose qui est venu plus de l'extérieur. Je ne suis pas du tout issu d'une famille cinéphile, j'allais peu au cinéma enfant. Et en plus, à l'époque, il n'y avait même pas encore les VHS, donc il n'y avait pas la possibilité de se constituer une culture cinématographique, sauf le ciné-club du collège ou du lycée, où effectivement j'ai découvert Stagecoach ou Nosferatu ou Le Grand Sommeil, mais tout ça, enfin, c'était quand même relativement ténu jusqu'à ce que, effectivement, je me retrouve un peu par hasard à consommer du cinéma à haute dose. Et une fois que ça a commencé, je ne me suis quasiment jamais arrêté, sauf pendant ce séjour africain. Et c'était vraiment par impossibilité matérielle que je n'allais pas au cinéma, puisqu'il n'y avait pas de salle et pas de film accessible. Donc, une fois que j'ai commencé à écrire sur le cinéma, c'est vrai que j'ai toujours essayé, enfin, j'ai essayé de constituer, de me constituer à la fois une culture et puis aussi un goût. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué parce que de se constituer un goût, je sais ce qui et en plus, non seulement de le constituer, mais aussi de le faire évoluer. Parce que je ne crois pas, je ne suis pas du tout le même spectateur ne serait-ce qu'il y a 20 ans. Je n'ai plus enfin, on change à la fois d'envie et de sensibilité à certains éléments au fil des années. Bonsoir. Ça, c'est Oui, Vous Coachella, m'écoutez, oui. puisqu'il a dit qu'il a fait Sciences Po. Moi,
j'ai vu un détail, j'ai cherché sur... il y a le fils qui pose la question à sa maman, c'est qui Ali Ben Basten. J'ai cherché, j'ai pas trouvé trop d'informations. J'ai juste trouvé qu'il a été assassiné à Paris. Ben, je veux bien qu'on m'éclaircisse sur ça. Et je pose aussi une question. Est-ce que les personnages, ils sont pas hystériques? Alors, sur la question Ali Ben Basten, c'est vrai que moi, j'ai pas fait de recherche. Donc, effectivement, je me suis dit, vu l'âge qu'ont les personnages à ce moment-là, etc., est-ce que ça, je me suis posé la question de savoir si ça avait à voir avec la guerre d'Algérie, puisqu'on sait que l'Allemagne a été aussi un des théâtres d'opération de la guerre d'Algérie, qu'il y avait des Allemands qui étaient impliqués à la fois dans les réseaux OAS, etc., mais aussi dans les réseaux de soutien au FLN. Donc, je me suis posé la question, mais je n'ai pas la réponse. On peut continuer les recherches et se les communiquer les uns les autres après cette rencontre. Sur Je me permets, l'hystérie, Thomas, pardon, juste avant de passer à l'hystérie, je me permets que vous ne répondez pas du tout à ça, mais vous écrivez justement, ces indices sont jetés à la volée comme pour esquiver le vaste monde qui entoure ces adultes tout petits. oui, C'est-à-dire qu'il y a une oui, façon aussi, ça ne veut pas dire que vous évacuez le politique, mais c'est qu'il n'y a pas forcément la place aussi pour ça, et que vous, justement, vous le mentionnez, mais à travers ce oui, vaste monde. je le mentionne parce qu'il me semble aussi que c'est une des dimensions du film que de rappeler sans cesse que ces personnages qui sont, alors c'est là qu'on va discuter de savoir s'ils sont hystériques ou pas, mais qui sont en tout cas présentés presque tous comme dérisoires, sont les produits d'une histoire. Ça, c'est effectivement très clair. Les références au nazisme, le fait que ce soit aussi une demeure aristocratique. Alors, il y a aussi un mystère, il y a un autre mystère que je ne comprends pas, c'est pourquoi cette servante, dont on peut penser qu'elle est polonaise à cause de la réplique sur Katowice, porte le nom, elle s'appelle Traunitz, comme le domaine qui est en Bavière. Et en même temps, Traunitz, pour moi, ça a une consonance plutôt prussienne que bavaroise. Mais je ne suis pas tout à fait assez sûr de mon allemand pour m'avancer sur ce terrain-là. Après, la question de est-ce que les personnages sont hystériques? Je ne dirais pas. Ils vont vers l'hystérie. En fait, de toute façon, l'hystérie n'est peut-être pas pour autant que ça existe. Et, en tout cas, c'est un état transitoire. Et c'est vrai que Fassbinder, là, les amène à un paroxysme à travers quelque chose qui devrait être justement complètement anodin, qui est un jeu de société, mais amène à un paroxysme qui va jusqu'à la pulsion de meurtre. Mais je crois qu'effectivement, la question est qui revient, enfin, c'est pas la question, mais ce processus revient souvent, qui est d'amener à travers, d'amener des personnages jusqu'à l'exacerbation totale de leur désir, de leur peur, de leur haine, et de les amener à les traduire en actes. Mais je ne sais pas si c'est une question si la question est d'hystérie. Ce que je crois, c'est que on est d'abord dans un regard qui montre une agitation dérisoire, c'est-à-dire à la fois les histoires d'adultère des deux parents, la question de l'organisation du repas qui a l'air d'être un jeu extraordinaire, et puis d'arriver à quelque chose de beaucoup plus profond qui est la haine de cet enfant pour ses parents, la peur que ses parents éprouvent à l'égard de l'enfant et ce que ça produit comme geste à la toute fin du film. Mais ça, on revient au problème du spoiler. Oui, mais c'est intéressant parce que la question est intéressante parce que la même année, vous l'avez mis dans le texte, hein, il y a le rôti de Satan qui
pour le coup, est encore plus hystérique, là. Enfin, ça joue sur une hystérie profonde des personnages. Ici, on est dans des personnages en crise, à partir de quelque chose qui serait plus mineur, comme vous venez de le dire, lié à l'adultère, par exemple, à ce chassé-croisé, là, et puis de tous se retrouver au château, évidemment, et puis la force complètement délirante du rôti de Satan, réalisé la même année, avec finalement pas du tout la même... Enfin, c'est une partie de la troupe, hein, et là aussi, évidemment, parce qu'il y a un effet de troupe chez Fassbinder, et une partie de film en film. Mais c'est vrai que l'hystérie est peut-être pas le mot le plus fort. Par contre, qui est crise, là, quasiment, qui rejaillit sur une crise existentielle, oui, je rejoins votre propos ici. Est-ce qu'il y a d'autres remarques à partir, pour peut-être revenir au film comme... Je peux. Oui, bien sûr. Je voudrais poser 2 questions. Je voudrais revenir justement sur cette histoire de rôti de Satan, mais en même temps, parce que vous l'avez mentionné au tout début de votre papier, vous rappelez que le réalisateur, durant l'année 76, a réalisé encore 2 autres films. Est-ce que dans une critique, il est important de revenir sur ce qu'a fait le réalisateur pendant, par exemple, l'année de sortie d'un film, compte tenu peut-être de la qualité, partant de l'hypothèse que, par exemple, tourner plusieurs films durant l'année pourrait impacter la qualité du film en question d'une manière ou d'une autre, ou peut-être il obéit à une certaine mesure, par exemple, d'une inspiration qui dure dans le temps et qui impacte finalement le film objet de la critique. Donc ça, c'est la première question. La deuxième, justement, dans cette lecture, est-ce qu'on se fie vous-même, est-ce que vous vous fiez à un instinct vif, c'est-à-dire à un seul visionnage, c'est-à-dire que vous regardez le film une seule fois et vous sortez le papier, ou est-ce que vous en faites encore d'autres lectures? Compte tenu de l'avancée technologique aujourd'hui, on peut le voir 2, 3, 4, plusieurs fois le film. Est-ce que ça, parce que vous avez parlé tout à l'heure de la subjectivité, est-ce que ça impacte la lecture quand on regarde le film 2, 3, 4 fois? Et du coup, ça nous amène à une troisième question. Est-ce que ce métier-là de critique a évolué avec cette évolution technologique? Parce qu'avant, par exemple, on devait sortir un papier suite peut-être à une avant-première, mais aujourd'hui, on a cette possibilité de revisionner un film. Et qu'est-ce qui change dans la critique qu'on peut faire de celui-ci? Merci. Alors, c'est 3 questions très pertinentes. La question de savoir combien de films on a réalisé, le réalisateur a tourné cette année-là, elle est pertinente, mais elle n'est pas forcément, enfin, la réponse ne va pas forcément dans le même sens. J'arrive plus à me souvenir en quelle année Bergman a tourné 3 films, mais bon, il y a souvent, enfin, les 3 films ne sont pas à part égale. Ça veut dire, pour moi, ça veut dire une chose sûre, c'est que c'est quelqu'un qui a envie de tourner, c'est quelqu'un qui a un profond désir de cinéma. De même que quand on dit qu'un réalisateur a mis 6 ans à mener un film à bien, ça peut vouloir dire, ça veut dire que c'est un film qui était important pour lui. Après, est-ce que ça peut vouloir dire aussi bien que ce film a été très difficile à produire, ou alors qu'il a disposé de moyens gigantesques pour le produire et qu'il a pu faire très exactement ce qu'il voulait. Donc, il n'y a pas de réponse univoque à ça. Je crois pas, en tout cas, je ne pense pas que le fait que Fassbinder ait tourné 3 films en une année veuille forcément dire que ces 3 films se sont nuits les uns aux autres. Ensuite, sur la façon, là, dans le cas de Roulette chinoise, je n'ai regardé le film qu'une seule fois. Effectivement, on peut maintenant revoir, ça arrive de voir un film en projection, et puis ensuite, quand on écrit la critique, de disposer d'un lien. Moi, en général, enfin, je ne revois pas le film dans son intégralité, mais je me sers du lien pour revoir telle ou telle séquence, pour vérifier éventuellement un point de scénario, ou justement, effectivement m'appuyer sur une séquence ou voir un plan pour développer un des points de la critique, que ce soit
sur le jeu d'un acteur, sur des mouvements de caméra ou même sur la narration. Et enfin, oui, bien sûr, la technologie a considérablement influencé le travail critique. C'est évident que le fait à la fois, il y a ce côté positif de pouvoir avoir l'œuvre sous la main, ou en tout cas une version de l'œuvre, et de pouvoir vérifier très précisément ce qu'on veut dire. Et puis, il y a le côté négatif d'être pris dans un flux d'images qui ne sont pas forcément sur le support auquel elles sont destinées et qui finissent par, pas par se confondre les unes avec les autres, mais par être un petit peu indifférenciées en termes d'importance, de qualité, etc. Même, c'est vrai que quand Truffaut, par exemple, défendait la VHS qui apparaissait, c'était pour revoir des films. Et c'est sûr que c'est toujours un peu dommage de découvrir un film autrement que sur grand écran. Maintenant, Scorsese a toujours dit que toute sa culture s'était faite, enfin, les fondations de sa culture cinématographique se sont faites en regardant des films à la télé américaine, une télé, c'est-à-dire des films recadrés en noir et blanc sur des télés de très mauvaise définition dans les années 50. C'est comme ça qu'il a découvert Fellini ou Renoir. Est-ce que c'est pour ça que vous en venez aux séries alors cette année, puisque vous disiez, c'est juste avant confinement, ça m'étonne en fait, vous parliez de février. Oui, oui. Et qu'est-ce qui fait que vous venez à la série et que vous abandonnez entre guillemets le cinéma? Ce qui, c'était, alors, j'avais pas du tout de lassitude du cinéma, enfin des films en tant que tels, mais le travail de critique a un côté, enfin, en tout cas tel que je le faisais, c'est un côté un peu répétitif, c'est-à-dire c'est toujours, voilà, à partir de février, on se préoccupe de savoir quel film va y avoir à Cannes. Après, on part à Cannes. Après il y a Venise et Toronto. Et puis après, il y a la préparation des Oscars. Et, enfin, il y a quelque chose d'extrêmement répétitif, répétition qui vient d'exploser, mais à laquelle je voulais échapper et à laquelle j'aurais échappé même si j'étais resté à la Rubrique Cinéma. Mais bon, voilà, c'était un petit peu ça que je voulais changer. Et par ailleurs, j'étais extrêmement, pour moi, les séries jusqu'au début de l'année, c'était un loisir. Enfin, c'était ce que je regardais quand je ne travaillais pas. Et en même temps, je trouve qu'il y avait, il manque, enfin, ne s'est pas encore constitué autour des séries l'appareil intellectuel qui existe autour du cinéma, qui bien sûr est un art beaucoup plus vieux et qui peut-être plus un art que la série pour plein de raisons qui tiennent aux conditions de production. Mais je trouvais que c'était intéressant de réfléchir enfin, ça me permettait sans m'éloigner complètement du cinéma, puisque beaucoup des problématiques sont les mêmes, de réfléchir à une autre forme artistique et d'avancer sur un terrain qui a été beaucoup moins défriché que celui du cinéma. Et est-ce qu'il y a j'essaie de réfléchir là en direct, je pense. Moi, j'ai une question. Oui, allez-y. Vu que vous venez de dire du coup que vous êtes passé du cinéma à la série, c'était pour ça. Si c'était, il y avait, enfin, d'où venait cette envie de passer à la série? Est-ce que c'est une série particulière qui vous a fait dire tiens, je vais passer à la série, ou c'est petit à petit, d'où ça vient? Non, enfin, c'était quelque chose auquel je pensais depuis un certain temps.
moi, j'ai commencé à m'intéresser aux séries à partir des années 80, ce qui est logique. Enfin, oui, c'est via les séries américaines, à partir de Hill Street Blues, qui en plus a été la première série qu'on a pu voir en version originale en France, parce que c'est vrai que la version française était un puissant répulsif. Et puis, et surtout à partir des années, enfin, bon, il y a eu Twin Peaks, il y a eu ensuite, et puis ensuite, il y a eu Les Sopranos. Mais entre-temps, j'en avais regardé d'autres. Ça m'a toujours intéressé. Enfin, même X-Files, qui est une série qu'au bout du compte, je n'aime pas et qui, je pense, a fait un mal terrible à l'inconscient collectif américain, en tout cas, et peut-être même mondial. Mais enfin, tout ça, sont des objets qui m'ont intéressé et sur lesquels il n'y a pas un discours très fourni, ni forcément très intéressant. Encore qu'en cherchant, on trouve des tas de choses. Mais je trouve que la conversation autour des séries n'est pas à la hauteur des enjeux qu'elle présente. Et je crois que c'est vraiment ça qui m'a... Je ne prétends pas réinventer ou inventer à moi seul la critique série, mais je trouve que c'était intéressant de réfléchir et d'écrire sur une forme artistique qui est extrêmement influente dans l'imaginaire collectif en ce moment, peut-être plus que le cinéma, et qui en plus, dernier point, a été ces dernières années, en tout cas aux États-Unis, beaucoup plus pertinente que le cinéma de studio, en tout cas. Je ne parle pas du cinéma indépendant. Moi, je voudrais revenir au texte de la roulette chinoise que j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé que malgré les réserves que vous émettez par rapport à ce film et dont vous nous avez parlé au début de cette séance, très rapidement, en fait, vous apportez des éléments extrêmement pertinents et passionnants pour un spectateur, en fait, qui donne très envie de voir le film. Et du coup, en fait, je voulais vous demander si dans votre éthique de critique, il y a cette volonté de bienveillance envers le film. Est-ce que vous avez envie de donner la chance à tous les films d'être vus, ou bien c'est possible de détruire complètement un film? Alors, il y a une expression qui est vraiment importante dans ce métier, c'est « j'aime pas ». Pour moi, ne pas aimer, ça ne veut pas dire détester. C'est effectivement, je n'aime pas, et donc il y a, voilà les raisons pour lesquelles je n'aime pas, mais il y a effectivement peu de films auxquels je veux du mal. Après, moi j'ai travaillé pendant ces 20 dernières années, j'ai travaillé dans une configuration où nous avions pour règle de ne pas que c'était le ou la journaliste qui aimait le film, qui en parlait. Comme nous sommes relativement nombreux, oui, la politique générale de la rubrique Cinéma du Monde, c'est de donner sa chance à tous les films. Des fois, je l'ai regretté. Et par ailleurs, ça a un inconvénient, qui est qu'on ne sait pas, si on suit telle ou telle critique, on sait ce qu'il aime, mais on ne sait pas ce qu'il n'aime pas. Et je peut-être choquer certains, mais il y a des cinéastes pour lesquels j'ai énormément de réticence. En France, par exemple, je ne dis pas que je n'aime pas le cinéma de Bruno Dumont, mais il y a plein de films de Bruno Dumont qui m'ont soit heurté, soit déplu, etc. Je travaille pendant ces 20 ans, j'ai travaillé avec Jacques Mandelbaum, qui considère Bruno Dumont, qui a pour Bruno Dumont les yeux que j'ai pour Pedro Almodovar. Donc voilà, et je pense que la symétrie est vraie. Donc, c'est plus une question de politique collective, de donner la chance à tous les films. Mais par ailleurs, et ça, c'est peut-être quelque chose qui vient du fait que j'ai couvert d'autres domaines que la culture, que des gens qui font le mal, j'en ai vu, et que faire un mauvais film, ce n'est pas faire le mal. Donc, il ne faut pas s'énerver au-delà de plus que de raison pour un film qu'on n'a pas aimé.
à quelques exceptions près. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Il y a Isabelle, je crois. Oui, pardon, moi je reviens à la série télé. Thomas, vous avez dit que vous aviez eu envie de changer, etc. Et qu'il n'y avait pas encore de corpus critique sur la série, mais est-ce qu'il y a une vraie différence pour vous entre écrire sur un film et écrire sur une série? En dehors du fait qu'une série est beaucoup plus longue, etc., mais il existe des films comme Satan Tango, etc., qui sont très longs aussi. Donc, c'est quoi la différence quand on écrit sur une critique pour vous? Alors ça, c'est une question à laquelle j'essaye de répondre depuis donc quelques mois. Je crois qu'il y a des différences qui sont relativement mineures. Là, dans les choses que j'ai vues récemment et que j'ai beaucoup aimé, il y a cette mini-série de Stephen Frears qui s'appelle A Very British Scandal, qui est totalement du Stephen Frears et qui, en plus, n'est pas très longue, qui fait à peine plus de 3 heures en tout. Donc, on pourrait dire que c'est un très long Stephen Frears. Et après, quand on y réfléchit, ça n'existe pas des comédies de 3 heures. Or, c'est une comédie. Et c'est la forme épisodique qui permet à cette comédie de se déployer sur 3 heures. Et effectivement, le découpage, la structure épisodique est assez respectée. Après, la série, il y a quelque chose qui me fascine, c'est à quel point ce n'est pas un geste. Je veux dire, un film, c'est un geste. C'est une décision, alors pas forcément du metteur en scène, en France, souvent celle du metteur en scène, qui est menée à bien. Mais une série, on ne sait jamais combien de temps elle va durer. L'exemple des Sopranos, par exemple, est particulièrement frappant, puisque la mort de Nancy Marchand, qui interprétait la mère de Tony Soprano à la fin de la première saison, la mort de l'actrice, a obligé James Chase à réécrire complètement sa série. Ça, c'est quelque chose qui me fascine parce que, bien sûr, il y a énormément d'aléas dans le cinéma, c'est un art impur, mais j'ai l'impression que dans la série, l'impureté l'emporte sur l'art et que ce qui se passe de beau et de satisfaisant esthétiquement, c'est parfois effectivement une œuvre d'art complète, mais c'est parfois aussi une succession d'accidents heureux, de moments de création séparés par des moments beaucoup moins intenses, etc. Donc je pense qu'il y a quand même une différence fondamentale entre un film qui est une œuvre et une série qui est un projet à la fois industriel et aussi éventuellement une œuvre. Voilà. Donc, mais j'en suis vraiment qu'au début de cette réflexion et je n'ai pas de réponse totalement qui me convainque totalement sur cette différence. Mais plus je regarde de séries, plus je suis convaincu de la différence entre les deux. Alors que les deux modes d'expression emploient les mêmes moyens, le tournage, les acteurs, le scénario. Et plus ça va, plus je crois que c'est quelque chose de très différent. Je suis d'accord avec vous sur la différence. La question que je posais plus, c'était par rapport à vous, écrivant, si ça fait une vraie différence en tant que critique de se pencher sur la série télévisée plutôt que sur un film. Oui, je pense que ça fait. Je pense que ce que je disais fait une différence, c'est-à-dire que, mis à part le cas des mini-séries, on ne parle jamais, on parle que très rarement de l'intégralité d'une œuvre. Même si on fait un papier après le dernier épisode de la dernière saison, ce sera pas. C'est un peu décrire un éléphant. On décrit la trompe, on décrit les pattes, les défenses, et puis c'est très difficile d'avoir une vision d'ensemble. Donc, il faut être à la fois plus prudent et en même temps faire des paris sur ce que peut devenir une série, sur l'intérêt. Et puis en plus, les enjeux de temps ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que quand on conseille une série à quelqu'un, à un lecteur, c'est lui dire, ben voilà, il faudra y passer 6, 8, 10 heures, même si les séries ont tendance à raccourcir.
Après, il y a cette forme, alors je ne l'ai fait qu'une seule fois jusqu'ici, là, qui est la forme du récapitulatif après chaque épisode, qui est une forme intéressante, mais qui n'est pas tout à fait de la critique, qui est finalement un peu plus proche de l'analyse que de la critique, mais qui est là un retour d'expérience à partager avec des gens qui ont eu la même expérience que vous. C'est quelque chose que j'ai l'intention de refaire quand une série s'y prêtera, parce que je trouve que c'est un autre rapport à la fois au lecteur et à l'œuvre. Est-ce que ça fait pas école, justement? Parce que c'est Isabelle Danel qui prend la parole, qui intervient aussi sur les séries à la radio, en particulier. C'est votre cas, Thomas. Est-ce qu'il n'y a pas, je pense au Monde, Roger a écrit un bouquin sur, certes, c'est Hitchcock et la télévision, mais vous voyez, il y a un rapport comme ça. Alors c'est plus éloigné, hein, mais alors, je ne dis pas que c'est la mort du cinéma, comme je l'annonçais au début, enfin, quand je voulais vous poser la question, mais qu'est-ce qui fait que ça transite comme ça? Est-ce que c'est parce que votre lectorat fait qu'il voit beaucoup plus de séries qu'il ne va au cinéma aujourd'hui et que vous anticipez presque là-dessus ou pas? Est-ce que vous en parlez entre rédactrices et rédacteurs, entre journalistes? C'est une Oui, bien question là qui sûr. m'agite assez par rapport Bah, justement à l'usage chronophage aussi de la série et de savoir comment ces gens qui voient des séries aujourd'hui vont peut-être beaucoup moins au cinéma. Ça paraît assez logique. je ne sais pas, j'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Je pense que il faudrait. Je crois qu'il y a des études là-dessus. Je ne suis pas sûr que l'usage des séries ou des plateformes en général soit complètement exclusif de la fréquentation des salles. Ce qui est vrai, c'est qu'on est confrontés tous les journalistes, quel que soit le média pour lequel ils travaillent, tous les journalistes qui parlent de cinéma sont confrontés à une mutation qui était déjà en marche accélérée avant la pandémie et que la pandémie a précipité à un rythme extraordinaire. Je suppose, mon pronostic est que, par exemple, on ne verra plus le cinéma américain, en tout cas le cinéma américain hors superproduction de studio, ne sera plus accessible en salle après la pandémie. Tous les films d'auteurs partent sur les plateformes et l'économie des plateformes est ainsi faite qu'elle elle ne souffre pas d'exception et que donc les films ne seront plus visibles en salle, ce que je trouve extrêmement triste et qui aura probablement à terme des conséquences esthétiques sur les productions. Donc, mais qu'est-ce qu'on fait dans l'immédiat? Qu'est-ce qu'on fait et c'est une réponse qu'on n'a pas encore trouvée, en tout cas pas au monde. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces films qui sautent l'étape de la salle et qui sont présentés non seulement par Netflix et Amazon, mais aujourd'hui aussi par Canal, par OCS, des films. Il y a des tas de longs métrages inédits qui sont disponibles sur les plateformes et cette présence du cinéma hors les salles, dans des espaces où le cinéma coexiste avec les séries, fait qu'effectivement la frontière est de plus en plus poreuse et d'autant plus poreuse que ce sont souvent les mêmes gens maintenant qui fabriquent les séries et ceux qui font les films. Donc c'est une mutation énorme et pour l'instant, je ne vois pas de réponse tout à fait satisfaisante parce que la grande réponse face à cette offre pléthorique du numérique en général et des plateformes en particulier, la réponse, c'est les listes. Et c'est vrai que c'est super rigolo, les listes. 10 films qui parlent de virus, 10 films où on met des masques, etc. 5 séries qui parlent liées à la problématique Black Lives Matter. Mais
même si je suis bien conscient que la critique dans un média généraliste n'est pas celle d'une revue, etc., c'est un appauvrissement terrible du discours sur l'œuvre, en tout cas si on se limite aux listes. Je crois qu'il y avait une réaction d'Isabelle, peut-être. Oui, mais c'était un peu sur avant. Je voulais poser la question justement par rapport aux films sur les plateformes. Au monde, vous ne les traitez pas tous. Et en règle générale, dans les rédactions, on est tous un peu dans le même état, c'est-à-dire qu'on en laisse passer un certain nombre, et puis de temps en temps, parce que c'est Roma, de Cuarón, ou un film dit important, ou un Scorsese, etc., là, on y va de sa critique parce que ça reste du cinéma, même si c'est que sur la plateforme. Mais la plupart du temps, on n'est pas exhaustif. Alors que sur les séries, de plus en plus, j'ai l'impression que toutes les rédactions se mettent à être exhaustives et qu'il y a sans doute un ratage sur certains films parce que il y a de tout hein, sur les plateformes en termes de cinéma direct en VOD, mais il y a des choses pas inintéressantes. Il y a aussi des naseries, mais il y a des choses pas inintéressantes. Et ça, j'arrive pas à comprendre, mais c'est une question que je me pose à moi-même. J'arrive pas à comprendre comment on n'a pas, en termes de critique, réussi à intégrer tout ça et que finalement, c'est un peu bancal. Et que maintenant, pendant le confinement, là, je voyais le Nouvel Obs hier, tous les textes sont des textes sur ce qui passe sur les plateformes, etc., alors qu'ils ne le faisaient pas avant, et tout d'un coup, ils rattrapent un film qui est sorti il y a 2 mois sur Netflix, etc. Et je suis un peu surprise, donc voilà. Non, mais enfin, moi je crois quand même qu'il y a une grande réticence de beaucoup de rédacteurs à donner de la place aux films sur les plateformes. Alors, quand c'est Scorsese ou Cuarón ou Fincher, on se sent un peu forcé, mais je trouve ça effectivement injuste parce que c'est devenu, en tout cas pour les jeunes cinéastes américains, une porte d'entrée, les plateformes, et donc il y a des films qui passent à l'as et qui ne devraient pas passer à l'as. Je crois qu'il y a cette réticence un petit peu idéologique et le fait on se retrouve face à une césure du public aussi qui est très forte entre le public qui allait en salle et qui y retournera très probablement, qui est un public âgé et qui est en gros le public du quotidien papier Le Monde, et le public des plateformes qui est moins âgé et qui est le public du site du Monde. Et je trouve ça vraiment... et c'est des césures qu'on retrouve un peu dans tous les domaines. On m'expliquait récemment que sur Arte, c'est pas du tout le même public qui veut avoir la même série sur arte.tv que le public qui la suit soirée par soirée quand elle est diffusée à l'antenne. Donc, il y a une césure entre ces deux publics et effectivement, un défi majeur pour un journal comme Le Monde, et j'espère qu'on arrivera à le relever, c'est d'essayer de faire un pont au-dessus de cette césure et de faire en sorte que les jeunes aussi aillent au cinéma et que le public de l'art et d'essai, qui est plutôt sexagénaire, prenne conscience qu'il a aussi à portée de main sur les plateformes des choses passionnantes, que ce soit des séries ou des films. Ça demande à repenser des tas de choses, comme par ailleurs on est forcé de repenser en permanence ce qu'est un journal, enfin, et un site d'information. C'est un exercice d'équilibre assez difficile. C'est justement la question que j'allais vous poser par rapport. Vous utilisez les deux termes, journal et site de l'autre. Est-ce que, alors sans savoir si Le Monde se dirige exclusivement sur, supprimerait une version papier à moyen terme, par exemple, du journal qu'il est, quoi, historique en plus. Est-ce que pour vous, ça change beaucoup de choses de voir possiblement passer justement d'un papier, là on parlait de signes, est-ce que ça limite le nombre de signes sur une page, etc. Est-ce que vous êtes plus libre potentiellement à écrire autant que vous voulez sur un objet, etc. Et ce que permet de faire Internet, c'est à la fois un champ infini de possibilités,
et en même temps l'occasion rêvée une occasion de parler dans le vide, de remplir des écrans et des écrans que personne ne lira jamais, puisque la question centrale maintenant, c'est celle de comment on donne accès au papier, puisque contrairement à ce qu'on croyait au début, enfin, quand on a découvert le net, les gens ne font pas ce qu'ils veulent et ne sont pas fantaisistes, etc. Ils obéissent souvent à des injonctions qui sont données par les alertes, par les homes des sites, par la mise en valeur sur les moteurs de recherche, etc. Donc, tout ça, c'est une cuisine dont je sais qu'elle existe, dont je ne maîtrise que peu de mécanismes, et c'est à la fois, l'Internet, c'est à la fois très, très excitant et enfin, le fait d'être désormais sur Internet, c'est très excitant et très frustrant. Après, d'autant que si on veut, je l'ai fait pendant un moment et j'ai arrêté parce que c'était un peu dangereux pour mon moral. Si on veut, on peut savoir très exactement combien de personnes ont lu votre papier, ce qui était impossible du temps où le journal était uniquement sur papier. Donc, il me semble que Internet que la numérisation, le passage au numérique d'un journal comme Le Monde est à la fois une chance énorme parce que on est, comment dire, on repose sur un socle d'informations qui sont désormais tout à fait accessible, que si la critique de roulette chinoise était parue dans le journal, il y aurait eu le lien vers la critique de Jean de Baroncelli en 1976, et éventuellement, je sais que le film a été évoqué quand il est ressorti dans le coffret qu'a édité Carlotta, donc il y aurait un lien vers ce qui existe déjà, éventuellement vers d'autres papiers sur Fassbinder. Donc, il y a cette énorme base de données qu'est la production du Monde depuis des années. Et en même temps, il y a le risque de la dissolution du discours. Il y a une beaucoup plus grande difficulté à mettre en scène la personnalité des pages cinéma sur le site par rapport à ce qu'était la mise en scène via la mise en page sur le papier. Est-ce qu'il y aurait d'autres remarques ou questions? On a 10 minutes devant nous, 10 bonnes minutes, donc n'hésitez pas. Après, peut-être, Thomas, ça peut peut-être aussi venir de vous, s'il y a des choses que vous aviez pensé évoquer et qu'on vous n'auriez pas questionné dessus, par exemple, je ne sais pas. Par rapport au texte, on l'a globalement couvert. Non, par rapport au texte, non, parce que je pense que c'est par rapport à la pratique de ce métier qui, pour moi, est le métier de journaliste cinéma, parce que ce sont des choses que, comment dire, il n'y a pas que la critique dans ce métier. Je veux dire, par rapport à Fassbinder, par exemple, quand j'ai interviewé Juliane Lorenz, donc, qui était sa monteuse et sa compagne de ces dernières années, quand Berlin Alexanderplatz est sorti en salle et en coffret vidéo. Et donc, ça m'a permis d'avoir Là, c'est juste une rencontre et c'est le seul interview autour de Fassbinder que j'ai jamais fait. Mais déjà, ça, c'est un élément qui forcément influe sur ce que je pourrais écrire par la suite sur Fassbinder. Et quand ce sont des interviews à répétition avec des cinéastes que j'aime, comme ça a pu être le cas avec Scorsese, Almodovar ou Assayas, ça, c'est effectivement quelque chose, ça c'est une question que je trouve intéressante parce que je sais que dans
dans la presse anglo-saxonne et particulièrement dans la presse américaine, la règle a longtemps été que les critiques s'abstenaient de tout contact avec les gens qui font les films. Parce que, pour ne pas donner lieu pour empêcher le copinage, pour empêcher la complaisance, etc. Et c'est quelque chose que je comprends sur le principe, mais qui dans la pratique me paraît terriblement ennuyeux. C'est-à-dire que c'est un peu la situation dans laquelle je me retrouve aujourd'hui pour les séries. C'est-à-dire je vois des séries et j'écris des critiques et j'ai fait très très peu d'interviews, non pas parce que je n'avais pas envie, mais à cause de la situation sanitaire. Et je trouve ça extrêmement ennuyeux. Et ça m'aurait beaucoup embêté de passer toutes ces années à ne faire que voir et écrire sur les films. Je suis très content d'avoir rencontré ces cinéastes, ces acteurs, ces chefs-op, etc. Et je suis très content aussi d'être allé sur des tournages. Je trouve ça, enfin, alors ça, c'est peut-être de tous les papiers non critiques, ceux qui influent le plus sur la critique, c'est les papiers sur les tournages. Une fois qu'on comprend un peu précisément comment peut se faire un film, on n'a plus du tout, on voit quand même le résultat à l'écran d'une manière très différente de celle qui était qu'on avait du temps d'ignorance. Est-ce que vous avez un exemple, Thomas, par rapport à ça? Par exemple, vous, un reportage de tournage comme ça, et puis qui rejaillit sur votre propre écriture dans un article ultérieurement? Alors, c'est plus... en fait, ça a changé beaucoup ma conception, enfin ma perception du chant. C'est idiot, c'est-à-dire de savoir... c'est-à-dire que ça a détruit d'une certaine manière une espèce d'innocence qui était de me soumettre à l'illusion que le champ de la caméra n'est qu'un morceau d'un espace plus vaste et tout aussi réel que ce qu'il y a dans le champ. Je savais théoriquement qu'il y a des lumières, des techniciens, etc., tout autour, et qu'il n'y a pas forcément... mais du coup, au lieu de m'attrister, ça m'a fait porter une attention justement bien plus grande à ce qu'est le cadre et comment il est composé, et peut-être à prendre une plus grande conscience, une conscience plus aiguë et plus concrète du fait que le cinéma est un art, donc un artifice, et au travail qui préside à la construction de cet art et de cet artifice. Après, je sais effectivement, enfin, comment dire, il m'est arrivé, malheureusement un peu trop souvent, d'aller sur des tournages de films qui à l'arrivée, n'étaient pas exactement ce qu'on aurait pu espérer. Et donc, en général, j'ai essayé de ne pas en faire la critique, parce que là, ça devient trop compliqué. Mais je n'ai pas d'exemple de reportage sur des tournages qui ait influencé l'opinion que je pouvais avoir d'un cinéaste, par exemple. Et du coup, enfin, juste pour une conclusion très provisoire, moi, il me semble quand même que si on écrit sur le cinéma, sur les films, c'est important de savoir à la fois comment on les fait et qui sont les gens qui les font. Donc oui, la question des rencontres, enfin des entretiens est aussi primordiale, quoi. Ce que vous disiez tout à l'heure. Oui. Il y a Iman Wally qui aimerait poser une question. Oui. On vous écoute. Bonjour à tous. Donc, j'aimerais juste revenir un petit peu sur le film, si possible.
Oui. Donc moi, je me demandais, donc en regardant le film, il m'a semblé qu'une partie de l'histoire allemande était investie un petit peu dans la narration et même dans la forme du film lui-même. Donc je voudrais savoir, à votre avis, comment se manifeste l'Allemagne nazie dans le film, puisque le film est sorti en 76, ça ne faisait que 20 ans que la guerre 30. était finie. Donc, est-ce que le cinéma de Fassbender, est-ce que ce n'est pas une critique de l'histoire allemande? Voilà, je demande votre avis sur ça. Merci. Si c'est enfin, moi, je n'ai pas une connaissance exhaustive du cinéma de Fassbinder, mais c'est bien évident que que la question la question qui est posée à la fin du film, c'est qu'est-ce qu'il aurait fait sous le Troisième Reich, est une question centrale du cinéma de Fassbinder, qui peut même prendre la forme de qu'est-ce qu'il va faire sous le Troisième Reich dans Berlin Alexanderplatz. Mais c'est peut-être une des choses qui m'ont agacé dans le film, c'est qu'il y a une espèce de désinvolture. Donc, je sais que Fassbinder était un provocateur, qu'il n'aimait pas, qu'il avait une forte allergie au consensus, etc. Et il y a une forme de dérision. Mais là, il me semble que j'ai presque l'impression, effectivement, que c'est par acquis de conscience, parce que ça va de soi que ces bourgeois bavarois sont, d'une certaine manière, les héritiers d'un ordre, de l'ordre établi qui a régné en Allemagne entre 1933 et 1945. Mais est-ce que... Il me semble que ça mérite quelque chose d'un peu plus élaboré que ce qui est répondu là. Après, ça pose, même si c'est de manière, à mon avis, un peu désinvolte, des questions sur quelle est la continuité entre les deux périodes, entre la période nazie et la période de l'après-guerre, et est-ce qu'il y a des différences essentielles entre le système totalitaire et le système capitaliste, toute question que, effectivement, Fassbinder et bien d'autres se sont posées là-dessus, dans leur œuvre. Là, ça apparaît, mais comme tout le film qui est un jeu, en fait. Ça apparaît sous la forme du jeu. Et je me permets de reprendre ce qu'on disait déjà tout à l'heure pour les indices jetés à la volée. Je pense qu'il y a aussi quelque chose par rapport au récit qu'on peut assimiler au refoulé aussi, hein, possiblement, d'une génération à l'autre. Vous voyez, je ne dis pas que Fassbinder le fait sciemment, je n'en sais rien dans son geste à lui, mais de mettre ça comme petits éléments de dialogue ou revenir à cette idée du Troisième Reich quand il est nommé, etc., c'est aussi prouver que pour cette bourgeoisie installée, il y a un possible refoulé, évidemment. Dont un peu narquois d'ailleurs, hein, parce qu'ils en rient volontiers dans le film. Donc. Mais là, effectivement, ça c'est une dimension intéressante qui peut-être qui est aussi de la différence de perception qu'on a de cette période aujourd'hui par rapport à celle qu'on pouvait avoir en 1976. Alors en plus, bien sûr, les Français et les Allemands n'ont jamais eu la même perception de cette période, mais même aujourd'hui, je pense, enfin les jeunes cinéastes allemands n'ont pas du tout la même perception de la période nazie que pouvaient avoir Fassbinder et ses contemporains, qui l'avaient, sinon vécu, du moins en avaient vécu les séquelles immédiates. Alors, il nous reste quelques minutes, peut-être une dernière question. Elisabeth, oui? Bonjour. Je me demandais si, pour vous, l'écriture d'un ouvrage, c'était un peu l'association de tout ce à quoi vous vous êtes livré, ou si c'était encore un exercice complètement différent. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, donc, pardon, j'avais oublié de couper mon téléphone. Donc, l'écriture d'un ouvrage, oui. Vous pourriez répéter?
Excusez-moi. Est-ce que pour vous, c'est vraiment l'association de tous les exercices auxquels vous vous êtes livré depuis que vous avez commencé, ou est-ce que c'est encore totalement différent? Ah non, enfin, vous voulez dire de faire tout un livre, hein. Un ouvrage, j'ai vu que vous avez fait un ouvrage rock et cinéma. Ok, cinéma. Oui, oui, c'est une entreprise complètement différente. Oui, pour moi, c'est deux exercices très, très différents. Alors, oui, oui, parce que même si aujourd'hui, par le jeu de la conservation des données, les écrits restent, enfin, les papiers, les articles de presse restent plus longtemps, c'est quand même un geste éphémère et qui pour moi n'est pas définitif, alors qu'effectivement, un ouvrage, si on prend la peine un livre, si on prend la peine de le faire, c'est pour faire un point sinon plus définitif, enfin en tout cas définitif à ce moment-là. Et par ailleurs, ça demande c'est une toute autre gestion du temps, du travail, du rapport entre la recherche et entre la recherche et l'écriture, etc. Donc, c'est très différent. C'est pas, je l'ai fait, j'ai fait deux petits bouquins pour les cahiers du cinéma et ce livre sur le rock et le cinéma, mais c'est quelque chose qui me demande enfin, qui correspond moins à ma nature que les papiers de presse, donc ça me demande plus d'efforts et c'est pour ça que j'en ai pas fait de livre depuis longtemps. Je trouve qu'il y a quelque chose de moral chez vous ici, parce qu'on connaît quand même pas mal d'ouvrages comme ça qui peuvent être la combinaison de plein d'articles déjà publiés, revisités évidemment, mais ça existe, on le sait. Oui, ça existe. Enfin, ça dépend qui, hein. Ouais, bien sûr. Mais à part Serge Adanet ou Pauline Kael, je ne suis pas sûr que tout le monde gagne à être compilé. Bon, très bien. Je remercie tout le monde d'être Merci d'avoir été là. venu. Merci beaucoup Thomas Sotinel pour votre gentillesse, le fait d'être présent avec nous malgré les complications. Je pense qu'il y a plein de questions qui n'ont pas été posées, que certaines personnes auraient aimé vous poser dans les couloirs de la Maison de la Culture à Amiens, si le FIFAM avait pu avoir lieu, évidemment, mais ce sera à partie remise. Je ne sais pas si Anouchka est parmi nous. Oui, parce que finalement, je n'ai pas fait mon mot d'introduction. Je voulais bien évidemment remercier chaleureusement Thomas d'avoir accepté de maintenir cette rencontre, ce rendez-vous avec vous, et vous, donc Philippe Fauvel et Pierre-Eugène, d'avoir aussi réuni tous vos étudiants, parce que finalement, c'est un des rares rendez-vous qui a eu lieu, qui s'est maintenu dans le cadre du festival à l'heure où il aurait dû avoir. Et puis remercier Hakim Abdellafa et Rama El Madani d'avoir réuni aussi ces élèves. C'était bien d'avoir les rencontres cinématographiques de Béjaïa avec nous, ce qui n'aurait pas pu être le cas si on n'avait pas été en mode confinement. Donc voilà, un aspect positif, puisque nous avons eu nos amis algériens avec nous en direct pour participer à cette rencontre. Vous dire qu'on organise une autre avec les élèves de master documentaire, une autre rencontre. Eux, ils auront vu quelques films de la compétition, et c'est Marie Bonnel qui est membre du jury, qui va discuter avec eux. Et puis, vous donnez rendez-vous ce soir à 18h pour découvrir le palmarès. Et bien évidemment, dès que les salles sont réouvertes, on se retrouve tous à Amiens autour de films dans de bonnes et vraies conditions pour les voir. Voilà, merci beaucoup encore et à bientôt.